Bienvenue, vous êtes sur Gabon 24. Madame, Monsieur, je reçois dans le cadre du One Forest Summit Vanessa Eiga. Elle est consultante internationale en développement durable. Bienvenue, Madame Eiga. Merci, je vous remercie. Alors, avant de parler du One Forest Summit, parlez-nous un peu du développement durable. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, déjà, je vous remercie pour cette interview. Alors, de façon très terre à terre, succinctement, sans rentrer dans les termes techniques, le développement durable est un développement qui permet de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre le futur, les besoins des générations futures. Alors, de plus en plus, on parle de développement durable. Pourquoi? Alors, pourquoi on parle de développement durable? Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un état de fait, qui n'est plus à nier. C'est que depuis la révolution industrielle, il y a comme une dégradation de notre environnement, de nos espaces de vie qui sont liés au fait des activités humaines. Donc, pourquoi on dit durable? C'est parce qu'on veut continuer de se développer de manière économique, continuer d'accroître le statut social des populations, mais pas seulement pour maintenant, mais également dans la durée. Donc, c'est un développement qui s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire on va continuer le progrès technique, mais en pensant aux générations futures. Justement, vous parliez tout à l'heure de développement économique. Comment les pays forestiers peuvent parvenir au développement durable? Alors, ça c'est une question qui est assez vaste. Si on va prendre le cas du Gabon, où voilà, on va rester factuel par rapport à ce qui se passe actuellement avec les pays du bassin du Congo. Les forêts du bassin du Congo ont cette capacité, cette particularité de capter le dioxyde de carbone plus qu'elles n'en émettent. Et par rapport à cela, aujourd'hui, ces pays-là pourront revendre ce qu'on appelle des crédits carbone et, avec cet argent, financer le développement des infrastructures, donc les injecter dans le développement économique, mais tout en contribuant à la régulation du climat au travers de leurs forêts qui captent le CO2. Alors, mais comment ces pays peuvent, on va dire, allier développement durable et protection de la forêt? Alors, lorsqu'on parle de développement durable, déjà, il faudrait dire que le développement durable repose sur trois triptyques, trois credos, comme j'aime le dire. Il y a trois volets. Le volet économique qui prend en compte le développement économique donc des pays. Il y a également le pilier environnemental et également le pilier social. Donc, le pilier environnemental, c'est protéger l'environnement. Donc, là-dedans, on a la forêt, donc la biodiversité, tout ce qui tourne autour de la nature, et le volet social qui est justement prendre en compte le bien-être des populations pour assurer au minimum les 5 besoins physiologiques de l'homme. Donc un pays qui décide de protéger la forêt, de lutter contre la déforestation, est en train en quelque sorte de œuvrer en faveur du développement durable. Alors, vous êtes gabonaise, vous vivez en France, vous êtes à Libreville dans le cadre du One Forest Summit. Oui. Alors, pourquoi un sommet sur les forêts? Alors, pourquoi un sommet sur les forêts? Le sommet One Forest Summit a pour objectif non seulement de renforcer la coopération scientifique, mais également de renforcer les financements pour la protection de ces espaces-là, de ces espaces dédiés. Un sommet co-organisé avec le Gabon et la France. Pourquoi le choix de ces deux pays? Alors, un sommet co-organisé par le Gabon et la France. Pour vous, pourquoi ce choix? C'est une très belle question. Je pense que plusieurs personnes se posent aussi la question, notamment ceux de la population civile qui aimeraient savoir pourquoi ce choix. Ce qu'il faudrait juste comprendre, c'est que c'est un choix stratégique, parce que c'est une alliance purement stratégique du fait que la France a une certaine expertise déjà au niveau international dans ce cadre. Et nous, on veut juste bénéficier, dans les pays du bassin du Congo, nous souhaitons juste bénéficier de cette expertise-là. Donc, c'est purement stratégique que nous avons choisi, accepté de nous rallier à la France dans le but de recevoir ces compétences technologiques que nous n'avons pas pour permettre au Gabon de passer efficacement à sa transition écologique. Alors, le One Forest Summit mobilise plusieurs acteurs du domaine du secteur forestier. Pour vous, quelle serait la décision finale, sinon les conclusions finales de cette rencontre?
Alors, les conclusions finales, j'aimerais déjà spécifier que ce sommet, c'est déjà pour faire comprendre que ce sommet n'est pas un sommet de plus. Ce n'est pas un sommet où il y aura de nouvelles résolutions, parce qu'il y a des résolutions depuis les toutes premières COP, il y en a déjà. On va juste, en fait, on va dire, si je peux le dire ainsi, ça sera un sommet de mise en application. Après, à côté, il peut y avoir un recueil de nouvelles, pas de nouvelles actions, mais des propositions de pistes d'amélioration, mais également des actions qui viennent dans le but de renforcer celles qui ont été déjà prises depuis les précédentes COP. Donc, ce sera pour renforcer, mais également renforcer à tous les niveaux pour tout simplement permettre à ce que les pays du bassin du Congo puissent être les véritables, on va dire, bénéficiaires de ce sommet-là, en leur permettant de mieux gérer, donc de gérer durablement leurs forêts, et qu'on reconnaisse aussi à l'échelle internationale, qu'on arrête de nier le fait que la plupart des avancées scientifiques, par exemple dans le domaine de la pharmacie, sont liées aux compétences, si je peux le dire ainsi, des forêts du bassin du Congo. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on on est en train d'aller vers ça. Et voilà. Alors, vous évoquez le potentiel, on va dire la richesse des forêts du bassin du Congo. Oui. Aujourd'hui, quels sont les secteurs, selon vous, où on doit s'appesantir pour préserver ce poumon écologique? Alors, il y a la faune et à la flore. Voilà, il faut lutter d'abord, premièrement, contre la déforestation. C'est vrai que ça ne pèse pas assez parce que nous sommes responsables c'est très minime, en fait, la responsabilité des pays du bassin du Congo, parce qu'on a réussi à préserver nos forêts jusqu'ici, mais il y a également, il y a vraiment un énorme problème au niveau de la faune et de la flore qu'il faut vraiment arriver à encadrer. C'est vrai qu'il y a un cadre légal, mais je pense qu'il faudrait renforcer les règles, enfin, les règles juridiques. Il faut renforcer la juridiction en matière de braconnage, voilà, la pêche, voilà, la faune, la flore. Il faut vraiment renforcer le cadre légal et que ça soit vraiment, vraiment, vraiment strict pour qu'on puisse arriver à mieux faire les choses. Parce que la biodiversité, c'est un tout. Même nous, les hommes, les êtres humains, nous dépendons de cette biodiversité-là. C'est une chaîne. Donc, lorsqu'il y a une espèce qui est en voie de distinction, c'est toute la chaîne qui est déréglée. Voilà, donc je pense qu'il faudrait déjà renforcer le cadre légal pour qu'on puisse arriver à maintenir la chaîne en bonne et due forme. Alors, vous êtes consultante internationale, vous avez une expérience pas seulement pour le Gabon, pour plusieurs pays en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos expériences en dehors de la région de l'Afrique centrale? Alors, je vais juste prendre un seul cas pour aujourd'hui, c'est Madagascar qui a complètement saccagé ses forêts. Aujourd'hui, ils essaient de replanter des arbres, mais ça ne fonctionne pas parce que voilà, il y a beaucoup de chaleur là-bas. Ils sont un peu beaucoup plus exposés au soleil par rapport aux nôtres. Leur climat n'est pas le même et c'est très difficile maintenant pour eux de retrouver leur forêt d'antan. Donc on a un exemple palpable d'un pays qui est situé en Afrique. Voilà, c'est pas ailleurs. On a l'Amazonie, on pourrait citer, mais c'est un peu loin, donc on va rester vraiment à côté. Et c'est très dommage actuellement pour Madagascar qui essaie de vraiment replanter des arbres, mais ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un exemple palpable pour nous dire que tiens, nous avons vraiment raison de préserver nos forêts. Ce n'est pas un effet de mode. Déjà, si on regarde un peu de quand date l'engagement du Gabon et pas que hein, dans ce domaine-là, dans la préservation des forêts, de la biodiversité, l'engagement du Gabon dans l'environnement, ça date des années 93-94. Juste après la COP qui a eu lieu en 93-94, le Gabon s'est lancé là-dedans et ça a suivi jusqu'à maintenant. Donc on peut le dire que non seulement c'est un élan de cœur qui est parti de la volonté du précédent président, mais je pense qu'il a réussi à faire ancrer cela dans la plupart des Gabonais comme moi, qui c'est devenu une passion. Donc on ne défend pas parce qu'on est en train de suivre la mode, mais on défend parce que c'est quelque chose qui nous a été légué par nos pères. Donc aujourd'hui, on est justement en train d'œuvrer pour la conservation de ce patrimoine-là parce que pour nous, ça fait partie de notre culture. Et avant d'abord de parler du fait que par derrière, il y a des retombées positives économiquement et j'en passe les meilleurs.
Justement, vous parlez avec beaucoup de passion. On va aborder le point de la jeunesse. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait implémenter dans les consciences des jeunes pour qu'ils puissent prendre à cœur les notions de préservation et de protection des forêts et des écosystèmes? C'est une très très belle question, je vous remercie. Là, je vais juste faire appel aux autorités parce que je crois que avec l'engouement qu'il y a eu tout autour de ce sommet, le fait qu'il y en a qui ont parlé en disant que oui, c'était que de la politique, j'ai toujours dit avec les personnes qui se sont rapprochées de moi qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui parle, parce que la population gabonaise, elle est à plus de 50% jeune, hein, on n'est pas si vieux que ça, mais je pense qu'aujourd'hui, si les gens se plaignent, je leur ai dit, c'est légitime, vos plaintes sont légitimes parce que vous n'êtes pas informés. Vous n'êtes pas informés sur ce qui se passe. Et comment on va dire, cette responsabilité, on vient de l'État. En fait, elle dépend de l'État. Donc, je pense que pour engager la jeunesse, pour mettre la jeunesse dans le moule, comme on dit, il faudrait que l'État puisse s'axer sur l'éducation environnementale. Ce que je proposerais là, comme ça, c'est de revoir déjà les programmes scolaires, de vraiment l'intégrer dans les programmes scolaires dès la maternelle, pour que les enfants puissent grandir avec et cela sera imprégné en eux. Pourquoi on parle de préservation de la biodiversité, mon pays en fait regorge de quel type d'espèces, pourquoi c'est important, par exemple on va prendre le simple fait de trier les déchets, déjà c'est important de dire aux gens, parce que ce sont des choses qui se font ailleurs. Vous l'avez si bien notifié, je suis en France et je vous assure que dans les établissements primaires, on apprend aux enfants à trier les déchets. Donc quand ils arrivent chez eux à la maison, si papa, maman ne trie pas le déchet correctement, l'enfant, parce qu'il apprend ça à l'école, est capable de dire non mais maman, tu t'es trompée, on ne met pas la banane ici, on ne met pas les pots de banane par ici, on ne met pas le sachet plastique ici, tu t'es trompé. Donc là-bas, ils agissent avec des codes couleurs et qui sont même différents en fonction des villes. Nous, on n'est pas un grand pays, je pense qu'on peut arriver à faire comme les autres pays de l'Hexagone et même mieux, si simplement on s'organise comme il faut. Donc je dirais juste tout simplement tenir le taureau par les cornes avant de poser des grandes actions qui ne sont pas négligeables, qui sont très bien pour le pays, mais de vraiment tenir le taureau par les cornes en intégrant cela dans les programmes scolaires. Donc l'éducation environnementale, pour moi, c'est la chose à laquelle nous devons absolument penser dès maintenant. Merci à vous, Madame Vanessa Eyiga. Sur ces recommandations, c'est sur ces mots que prend fin cette interview consacrée au One Forest Summit. Sachez que l'information est en continu sur nos différentes plateformes.